Et en voulant répondre à la question en ce qui concerne les affaires et les aspects du nouveau code électoral, j'ai retenu quelques aspects. Je vais les citer comme ça et après on pourra revenir à l'intérieur des discussions. Dans ce code, spécifiquement à l'article 9, mettez-vous tranquille, je ne parlerai pas des articles de peur de nous embrouiller. Je parlerai des aspects qualitatifs. Donc, à l'article 9, on a parlé déjà de l'année, de l'âge requis pour que quelqu'un, un citoyen, puisse aller voter. L'âge requis, c'est 18 ans. Et je précise que le nouveau code vient modifier et compléter. Donc si vous allez dans le nouveau code, vous n'allez pas voir cet article 9, mais plutôt dans l'ancien code, c'est-à-dire celui de 2019 que vous allez voir, l'article 9. Donc, il y a l'âge d'éligibilité qui n'est pas touché. Après, il y a les pièces d'identité qui sont acceptées. Et souvent, lors des dernières élections en 2023, on a vu le ministre de l'Intérieur a fait sortir un communiqué qui demandait à tout citoyen disposant d'un document d'état civil, que ce soit expiré ou non, qu'il a la possibilité d'aller voter. Donc, il y a également l'aspect de la sensibilisation et de l'information. Donc, pour que les jeunes puissent participer, il faut qu'il y ait la sensibilisation. Il faut qu'on leur apporte l'information pour comprendre un peu quels sont les éléments qui sont contenus dans le nouveau code et qui favorisent à leur participation. Nous pouvons également parler du potentiel de renforcement des partis politiques. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui, les partis politiques, le régime actuel a voulu créer des blocs de 3, 4 ou plus, où tous les petits partis vont s'agréger. Là, le débat politique pourrait être vif, comme on l'avait connu lors des premières législatures au Bénin. Donc, il y a également, là, je vais m'arrêter là, mais ce que je peux retenir, c'est quoi? C'est que dans le nouveau code, il n'y a pas un aspect ou bien des aspects qui pourraient encourager la participation des jeunes, puisque la loi est votée dans un esprit général. Donc ce n'est pas spécifique à des jeunes, ce n'est pas spécifique aux femmes ni aux hommes majeurs, mais plutôt dans un esprit général où tout citoyen en tant que tel pourrait participer aux élections politiques. Merci beaucoup, cher professeur. Je suis toujours à vous. Dites-nous comment les jeunes peuvent-ils être impliqués dans la mise en œuvre et l'évaluation des changements apportés par le nouveau code. Ok, par rapport à cette question, je dirais que, je l'ai dit tantôt, la sensibilisation. La sensibilisation. Les jeunes doivent participer à des échanges. À des échanges. Sinon, vous serez relégué au dernier rang. Un autre aspect, le bénévolat. Le bénévolat. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent, si ils vont faire quelque chose, bien participer à quelque chose, ils vont s'attendre toujours à quelque chose. Mais si vous réglez dans cet esprit, d'ailleurs, vous ne serez pas intéressant, les gens ne vont pas vous associer à des activités
et vous allez rester dans votre coin. Et après, vous allez constater que votre camarade du quartier ou bien votre frère de la même maison, il s'est retrouvé loin de vous. C'est parce qu'il a vite compris que, en réalité, quand on est jeune, il faut se construire. Je fais hommage aux grandes dames qui sont ici présentes. Madame le maire, Madame Falola, Madame Germa, Madame la présidente. Il y en a encore. Faites-vous savoir. Moi. Docteur Sandrine. Mais c'est vrai. Elle a dit moi. Elle est docteur. Elle s'est construite. Elle a accepté le sacrifice. Pour être docteur au Bénin, c'est un sacerdoce, c'est un sacrifice énorme. Tu dois porter le sac de ton maître. Jusqu'à la vie. Justement, c'est comme ça. Sinon, on va vous laisser et on prendra quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a plusieurs affaires. Donc, le volontariat au sein des organisations de la société civile, et c'est justement ce que Madame la présidente du RFLD est en train de faire. Vous êtes là, vous êtes en train de militer, de vous faire former déjà. Vous êtes en train de vous faire former. Il y a des choses que vous allez acquérir ici, que ceux qui ne sont pas là. Vous comprenez? Donc, il faut participer à des séances, à des ateliers, à des conférences, même si vous n'êtes pas invité. Cherchez à aller d'abord pour qu'on vous renvoie. Oui, parce que vous êtes en quête de connaissances, de formation. Je parlerai aussi de la participation aux initiatives des partis politiques. Cherchez à militer dans des partis politiques. On l'a dit ce matin, si vous ne faites pas la politique va le faire. Participez, et ça commence au quartier. D'abord, avec les dispositions d'aujourd'hui, vous commencez dans les cellules. À la base, vous commencez là. Ce n'est plus que avec mon pouvoir financier, je vais me retrouver là. Non, ce n'est plus ça aujourd'hui. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Donc, il y a également l'utilisation des plateformes numériques. Vous pouvez vous faire informer et former sur les plateformes numériques. Beaucoup d'entre nous, le maire de Tiffany l'a dit, tous les groupes de WhatsApp qui ne lui apportent rien, il les a tous supprimés. Ne restez pas sur les réseaux sociaux juste parce que pour des comment on dit, des divertissements ou bien pour des jeux ludiques. Non. Je suis dans ce forum parce que j'ai besoin de connaissances, je dois tirer quelque chose. C'est ça. Donc, il faut participer à l'observation électorale. Dommage, je fais beaucoup à M. John, le manager de RFLD. L'année dernière, il a piloté un dossier avec l'USAID, mais malheureusement, avec l'arrivée de Donald Trump, tout a été mis en cause. Dommage. Dieu est là. Donc voilà un peu ce sur quoi je pourrais m'arrêter. Merci beaucoup, cher Bonnet. Chère Madame Lucie, dites-nous en 2 minutes quelles ressources sont nécessaires pour aider les jeunes à naviguer dans le nouveau code électoral. Merci beaucoup, madame. Quand on parle de ressources,
beaucoup ont des idées peut-être sur de l'argent ou sur des hommes. Parce qu'on peut parler de ressources humaines, on peut parler de ressources financières. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas besoin de l'argent pour être prêts à être sur la plateforme politique pour qu'on les utilise tout de suite. Ils ont besoin qu'on les forme. Ils ont besoin d'expérience. Ils ont besoin qu'on les coach. Ils ont besoin qu'on les sensibilise beaucoup. Parce que comme l'a déjà dit mon prédécesseur, les jeunes aujourd'hui, quand vous les prenez, ils sont en quête du job. Ils sont en quête du travail. La plupart d'entre eux, ils veulent un gagne-pain. Ils veulent quelque chose à chaud. Quelque chose qui va leur prodiguer de l'argent tout de suite. Tout de suite, parce que les besoins sont là. La plupart des jeunes, ils ont étudié, ils ont leur diplôme, ils n'ont pas de moyens, mais se sont déjà mariés. Vrai ou faux? Et de là, les besoins s'imposent. Et aujourd'hui, les jeunes n'ont pas la tête à quelque chose que de trouver un gagne-pain. Voilà que, en politique, ce n'est pas ça qui fonctionne. Le docteur l'a dit. Il faut le bénévolat. Il faut le sacrifice. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et ça, il faut que les jeunes sachent que j'ai déjà le master 3, j'ai déjà le master 4. Et on compte sur ça. Ce n'est plus ça qui est valable aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut étudier pour avoir un background. C'est vrai qu'il faut étudier pour avoir de la matière, mais ce n'est pas ça seul qui fait gagner aujourd'hui. C'est pour ça que je voudrais dire ici que les jeunes femmes peuvent être encouragées, pas d'elles-mêmes, mais à travers le travail des aînés. À travers le travail des aînés, et c'est ce que notre association, le référent, le réseau des femmes élues locales d'Afrique, section Bénin, a compris en mettant en place le réseau des jeunes filles élites en devenir dans les communes. Et nous sommes en train de travailler pour atteindre les 77 communes. Nous mettons en place des réseaux des jeunes filles, soit 55 jeunes filles par ici, par là, ça dépend de comment elles s'inscrivent. Et nous les formons. Nous les formons et nous leur tenons leur main pour qu'elles s'inscrivent dans des partis politiques. Parce qu'en dehors de ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder à un poste de décision. Il faut nécessairement aller dans un parti politique. Et si les aînés doivent préparer la relève que vous êtes, c'est à eux de vous tenir la main, de vous sensibiliser et de vous amener à militer. S'inscrire dans un parti politique ne veut pas dire forcément militer. Si vous vous inscrivez et que lors des réunions, on ne vous voit jamais. Lorsqu'on dit qu'il y a une activité politique, on ne vous voit jamais. Lorsqu'on parle de cotisation, on ne vous voit jamais. Lorsqu'il faut mener une tâche communautaire liée au parti politique dans lequel vous vous êtes inscrit, vous êtes absent. Vous êtes toujours absent. Ou lorsqu'on anime des réunions, vous ne parlez jamais. Vous vous taisez, à peine on vous remarque. Je crois que si vous faites ça, vous ne serez pas encouragé. Mais si vous faites le contraire,
les aînés qui sont là, les leaders qui sont là, ils vont commencer à vous remarquer. Ils vont dire, ah, telle fille, elle est toujours engagée. Elle participe toujours aux réunions, on la voit. Elle initie même des petites activités dans sa localité. Et ça paye toujours. Je vous donne un exemple. À la première mandature en 2003, lors de l'avènement de la décentralisation, déjà en 2002, il y avait eu des élections. Et moi, j'étais sur mon chemin de mes affaires. Et quand on m'a appelé pour dire, Madame Cécile, tu seras tête de liste dans ton arrondissement. J'ai dit non, qu'est-ce que vous appelez comme ça? Je ne veux pas de la politique. Parce que c'est un jeu de dupes. C'est de la tromperie. Je ne veux pas. Il a dit non, c'est question de développement. Et tu seras la première adjointe au maire, c'est quand le maire ne sera pas là. Toi, seulement on aura besoin de toi. On m'a tellement raconté des choses que j'étais obligée d'accepter. Mais quand je suis venue, effectivement, la première fois que le conseil communal s'est installé, les adjoints n'avaient même pas de bureau. On venait juste galérer dans la terrasse et on repartait. J'ai dit, mais quelle est cette affaire? Moi, j'ai mieux à faire. Mais l'idée m'a dit, il ne faut pas se rendre inutile. Les gens qui ont voté pour que si tu sois là, tu ne vas pas leur raconter ça. Il n'y a ni bureau, ni chaise, ni table. On n'a pas là où il faut s'asseoir dans la mairie, puisqu'on quittait les sous-préfectures pour les communes. Et du coup, il n'y avait pas les cadres adéquats pour que tout le monde s'installe. Il n'y avait pas le maire qui siégeait et qui s'asseyait dans le bureau de l'ancien sous-préfet. Mais nous n'avons pas de bureau. Donc du coup, j'ai réfléchi et j'ai dit, bon tiens, si c'est ça, moi je vais me trouver du travail. J'ai mobilisé rapidement 60 femmes et j'ai dit, nous allons mettre la ville au propre. Charles nous continuer. Et j'ai dénommé le groupe là, Imototo. Imototo qui veut dire salubrité. Et nous avons commencé à balayer les quartiers de Quito. Quand nous avons commencé à balayer les quartiers, j'ai réfléchi et j'ai dit, il faut qu'on aille chez le ministre. En ce temps, c'était le ministre, comment il s'appelle, le mari de la dame de l'Institut là. Le ministre de l'Environnement. Luc, c'était Luc Nyakaya. Moi, je n'étais jamais allé dans le bureau d'un ministre en ce moment-là. Mais j'ai dit à une de mes copines, allons-y à Cotonou. On ira voir le ministre pour lui dire de nous donner du matériel pour la salubrité. Elle dit, mais comment? Tu penses qu'un ministre rentre comme ça? J'ai dit, allons-y. Arrivé là-bas, la dame qui était la SP, elle a dit, mais est-ce que le ministre, c'est le ministre qui vous a appelé? J'ai dit, oui, c'est lui qui vient de nous appeler. Elle a ouvert la porte, on est tombé droit sur le ministre. Et j'ai dit, monsieur le ministre, bonjour. Nous avons besoin de moyens pour vous aider pour travailler. Elle dit, vous faites quoi? J'ai dit, mais la ville de Quito est sale, nous voulons nettoyer et nous n'avons pas de matériel. Il a dit, ah bon, c'est la première fois que je vois des femmes venir demander des moyens pour travailler. Il a appelé rapidement les services techniques là pour dire, bon, regardez dans le magasin s'il y a encore du matériel, les brouettes, les pelles, les balais, etc. Et donnez-les, on nous a rempli une machine. On est allé rapidement au marché Topa, on a appelé une machine, on nous a rempli la machine. On est revenu, on a partagé ça dans les quartiers. On a dit si tous les quartiers sont propres, c'est que la ville est propre. On a commencé. Ça m'a rendu sereine, sans œuvre. Tout le monde m'a connu. Parce que j'ai commencé à balayer les marchés. Est-ce que vous êtes prêts à faire? Oui. Parce que là, aller balayer les marchés, je sais qui j'étais. J'étais qui j'étais. Mon mari était un médecin. On avait quitté le nord
Moi-même, je sais où j'étais. Pourtant, quand je suis venue, on a donné ni chaise, ni bureau. Je ne me suis pas mise à me plaindre. J'ai cherché qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire dans vos localités pour vous rendre utile? Ou bien vous grattez la tête en disant nous on n'a pas les moyens, moi je n'ai pas d'argent, pour faire quelque chose il faut de l'argent, etc. Donc ça c'est comme ça que vous devez commencer. Et quand vous commencez comme ça, les gens sont encouragés à vous tenir la main. Quand j'ai commencé comme ça, plus les gens commençaient à me voir mieux que le maire. Puisque le maire dans le bureau, moi je suis avec la population. Et la population veut qui va être avec elle, qui travaille pour elle, qui l'écoute. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour vous dire, vous les jeunes, les leaders doivent vous tenir les mains et vous sensibiliser. Et vous allez vous inscrire dans les partis politiques, vous devez militer, participer aux réunions, etc. Et ce n'est qu'à ce prix-là que les décideurs du parti pourront accepter votre main tendue et vous positionner sur les listes électorales. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre brillante réponse. Je vous remercie. Je tiens à vous rappeler, chers panélistes, s'il vous plaît, que pour chaque question, vous avez 2 minutes. Merci. On n'en fait pas plus. Cher professeur, je suis à vous. Dites-nous quelles mesures peuvent être prises pour assurer une compréhension claire du code électoral parmi les jeunes électeurs. Merci Madame la modératrice. Je suis ravi d'être à côté, au côté gauche de Madame, en côté droit, non côté gauche, votre côté gauche, voilà, à Madame le maire. Enfin, pourquoi? Parce que à la fin, elle m'a promis un verre. Bon, pour répondre à vos questions, j'identifie rapidement 5 mesures. D'accord? La première mesure, c'est la simplification et la vulgarisation du code. Il faut simplifier le code. D'accord? Produire des versions simplifiées de ce code-là pour qu'elles soient dans des langues claires et accessibles. Le deuxième aspect de ce niveau-là, il faut traduire ce code-là dans les langues locales. Dans les langues locales pour qu'elles soient toujours accessibles. Il faut également utiliser des supports visuels et interactifs. Et à ce niveau, développer des infographies, des vidéos explicatives, courtes et dynamiques, des animations de bande dessinée, ainsi de suite, pour expliquer ce code-là. Le deuxième niveau, il y aura l'utilisation des canaux de communication adaptés aux jeunes. Par exemple, les plateformes numériques et des réseaux sociaux. Donc, ce sont des éléments qu'on pourrait mettre à profit, des événements et des activités sur le terrain, de partenariat avec les leaders d'opinion, l'intégration dans les cursus éducatifs et des activités de formation, des modules d'éducation civique et autres. Donc, voilà un peu, madame. Merci beaucoup. Cher professeur, dites-nous brièvement comment les organisations peuvent-elles collaborer pour renforcer les compétences des jeunes autour du nouveau code. Ok, à ce niveau, la première chose à faire, c'est la création des plateformes de coordination et de partage. Il faut créer des plateformes, d'accord, pour des organisations, pour que les jeunes puissent collaborer et renforcer leurs compétences. Il faut également
développer des programmes de formation conjoints. Et après, avec le mentorat et le parrainage de formation des formateurs, de conception collaborative de modules de formation et autres. Donc, il faut organiser des événements et de campagnes de sensibilisation communale. Et Madame le maire sera appelée à contribution à ce qu'il fait. Des campagnes médiatiques coordonnées, des forums et débats interorganisationnels. Et c'est justement ça que le RFLD est en train de faire en ce moment. Il faut organiser des événements culturels et artistiques pour faire passer le message du code électoral et la simulation de vote et de jeu de rôle. Il faut également la mutualisation des ressources et des expertises. Donc voilà un peu, Madame la modératrice, de ce que je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup, cher professeur. Madame Lucie, je suis à vous. Quelle importance faudrait-il accorder à la formation des jeunes sur les droits électoraux garantis par ce code? Il faut donner une bonne place sur la priorité à la formation, aux recherches de l'information, au coaching, au mentoring et à beaucoup de sensibilisation pour permettre aux jeunes de commencer vraiment à expérimenter. Merci beaucoup, madame. J'aimerais aussi vous poser une question en plus. Comment envisager des campagnes de sensibilisation engageant les jeunes dans la compréhension des changements? Et pour le faire, je pense qu'il faudrait créer des réseaux de jeunes tels que je l'avais spécifié déjà, des réseaux de femmes, de jeunes, des clubs, les forats, des partis politiques, des promotions des écoles politiques sont autant de canaux qui peuvent servir à la mobilisation électorale des jeunes. Merci beaucoup, madame aussi. Cher professeur, je suis maintenant à vous. Quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer dans la défense d'une mise en œuvre équitable du code électoral? Merci. Avant d'apporter ma touche à cette question, je voudrais que vous donniez la parole aux jeunes pour qu'ils puissent se prononcer là-dessus. Quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer dans la défense d'une mise en œuvre équitable du code électoral? J'attire votre attention sur un aspect. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, on est en train de dire qu'il y a eu un verrou qu'on a introduit dans le code, le verrou de 20% que les partis politiques doivent avoir dans les 24 circonscriptions électorales. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel rôle vous allez jouer pour qu'on puisse atteindre cet objectif? Il y a d'aucuns qui disent que non, 20% c'est beaucoup. Parce que n'oubliez pas, en 2020, pour aller aux élections communales, on avait appliqué un taux de 10%. Et je crois qu'en dehors du parti PRD, il y avait d'autres partis qui n'avaient pas eu 20%. Donc ils n'avaient pas accès au partage de sièges. Maintenant qu'on a ramené le taux à 20%, quel rôle vous, en tant que jeune, vous pouvez jouer? Oui. Merci beaucoup. Tout d'abord, nous devons nous informer sur le code d'abord, les contours.
bien comprendre le code. Maintenant, nous devons appartenir à un parti politique forcément. Et maintenant, nous irons sensibiliser les jeunes comme nous à aller voter massivement. Merci. Merci beaucoup. Oui, quelqu'un d'autre? Qui a oui, là. D'abord, moi je trouve que la question de 20% n'est pas compliquée parce que aujourd'hui nous avons un regroupement de partis et qui nous permet d'avoir de partis solides en place. Ça fait un. Pour rejoindre mon prédécesseur, c'est qu'en tant que jeunes, nous devons être le relayeur de ce code à la base et former un militantisme engageant à la base pour inciter les autres jeunes qui n'ont pas encore compris comment le groupe fonctionne, à les amener à comprendre comment le groupe fonctionne. Ceux-là qui avaient perdu le goût à la chose politique, leur redonner ce goût-là et de manière désintéressée. Et ce n'est qu'en faisant cela que nous pouvons arriver à mobiliser ces 20% par localité. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, les réponses que vous venez de donner, c'est exactement ça. Il y aura la sensibilisation et la vulgarisation du code. Et en plus de cela, il faut lutter contre la désinformation. Il faut lutter contre la désinformation. Aujourd'hui, vous entendez, on dit parce qu'on ne partage pas les mêmes perceptions, les mêmes aspirations que le régime en place, on veut conquérir le pouvoir par tous les moyens, on désinforme. On désinforme. Donc, il faut la formation et le déploiement. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire qu'il faut participer aux observatoires. Il faut participer aux observatoires. Rentrer dans des organisations pour que vous soyez informés et pour que vous soyez formés au moment des votes. Il faut que vous soyez déployés sur le terrain pour aller voir comment est-ce que le vote se déroule. Mais si vous ne participez pas à la vie associative, comment est-ce que vous allez vous retrouver? Parce que ces associations seraient accréditées par la Sénat. Donc vous serez muni d'une autorisation pour aller sur le terrain. Si vous ne menez pas cette démarche-là, comment est-ce que vous allez pouvoir vous former, vous informer et aller sur le terrain pour aller observer, constater de vive voix ce qui se fait, comment est-ce que le vote se déroule. Donc, il y a également le plaidoyer et la mobilisation. Il faut engager des campagnes en ligne pour informer et pour se faire informer aussi. Organiser des pétitions et des actions collectives. Et dommage, je l'ai rappelé tout à l'heure, s'il n'y avait pas ça, tout ce que je suis en train de dire était déjà programmé par le manager de RFLD, M. John. C'est dommage. C'est dommage, c'est un coup dur. Non seulement au RFLD, mais à la jeunesse béninoise. Parce que si cette activité était retenue, on serait tous dans sur toute l'étendue du territoire national. C'est dommage. Donc, il faut organiser des veilles citoyennes et d'alerte également. La surveillance des médias et des discours politiques. Le signalement des pratiques douteuses. Tout ceci participe de la maîtrise du code électoral par la jeunesse béninoise. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur. Et pour finir, comment les jeunes peuvent-ils
utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser leurs pairs sur le code électoral? Je vais le dire et il faut prendre note de ça. Il faut prendre note de ça. La première des choses à faire, c'est la création de contenu engageant et accessible. La création de contenu engageant et accessible. À l'intérieur de cette création, on peut voir les infographies et visuels simplifiés. On peut également voir des vidéos courtes et dynamiques, des stories interactives, faire des lives, sessions et webinaires informels. Et malheureusement, on voit ça sur TikTok aujourd'hui où les gens allument le live pour parler de tout et de rien. Ça ne sert à rien. Vous pouvez le créer. Il faut également utiliser des codes de tendance et des réseaux sociaux. Hashtag permanent pour mettre des contenus à l'intérieur. Il faut également organiser des challenges et des défis créatifs. Collaborer avec des influenceurs jeunes, il y en a. Il faut chercher à collaborer, il faut apprendre, il faut vous former. Ceux qui sont des créateurs de contenu, des influenceurs jeunes, il faut devenir leur ami. Pas pour rentrer dans des bêtises. Non. Voilà, non. Utilisez ça pour vous élever, parce que vous devez être grand. Vous avez un objectif, celui de devenir un citoyen plein et participer à la vie politique de votre pays. Donc, il faut également utiliser des humours. Des humours. Il y a des jeunes qui le font déjà. Des jeunes pour faire passer, véhiculer votre message sur le code électoral. Donc voilà autant d'éléments qu'on pourrait prendre en compte pour répondre à votre question. Merci beaucoup, professeur. Madame Lucie, quelles collaborations sont essentielles entre les jeunes et les décideurs pour améliorer le code électoral en faveur de la jeunesse? Merci. Je vais commencer encore par vous donner un exemple. Aux dernières élections en 2020, des jeunes militaires à nos côtés, dans le même parti que nous. Mais à l'approche des élections, ils nous ont laissés, ils ont commencé à aller voir les sages de la localité pour dire là, ils sont vieux, au lieu de nous laisser la place, ils ont refusé et nous, on est en train de vieillir, on n'a jamais eu de place. Maintenant, vous irez leur dire de quitter pour que nous on s'asseye. Dites-moi si c'est comme ça que l'on va faire la collaboration. Non. C'est ça? Non. Bon. Mais quand ils ont dit ça, quelle a été la conséquence? Moi, j'ai dit à ces sages de la localité, ils sont vos enfants, nous-mêmes nous sommes vos enfants. Le code exige et proclame que chacun est libre de voter pour qui il veut. Ou bien? Oui. Donc, si vous voyez que c'est les jeunes, votez pour eux. Personne ne quitte pour personne. Si c'est eux qui gagnent, nous on n'est plus là. Mais si c'est nous qui gagnons, eux-mêmes ils n'ont pas de place. Et c'est tout. Et j'ai quitté là. Puisqu'ils nous ont quittés et ils sont allés sur un autre parti, moi-même, je ne veux pas la honte. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et je leur ai dit, là où les jeunes sont en train
de s'imposer par la force, l'expérience va dicter sa loi. Et c'est ça ce que nous avons vu. Ils sont restés au centre là, à sauter, à taper, à danser parce qu'ils ont déjà gagné. Pendant que moi je montais sur la moto et j'allais réveiller des gens dans les périphéries, dans les hameaux, dans la brousse, et on se mettait au clair de lune et je leur lavais la cervelle et je quittais le village. Mais après, ils ont échoué lamentablement. Et ils ont appris la leçon. Ils ont appris la leçon comme quoi les conséquences éduquent au mieux que les conseils. Et ils sont revenus à nous maintenant. Et j'ai dit maintenant vous êtes revenus. Maintenant on collabore bien, on connaît les règles du jeu maintenant. On ne dit pas, on ne peut pas collaborer de cette façon-là. Il faut le respect de l'aîné. Celui qui te dépasse, il te dépasse. Si les jeunes doivent prendre la place, ça ne serait pas sans les aînés. Nous devons leur tenir la main et eux-mêmes doivent être engagés. Travailler comme le professeur a dit, aimer le minimum de sacrifice, aimer le minimum de bénévolat. Et quand nous allons leur tenir la main, ils vont commencer à le faire. Nous-mêmes, on va les accompagner tout doucement. Et là où il faut défendre leur intérêt, nous serons prêts à défendre leur intérêt. Parce que c'est ensemble que nous avons pris la décision. C'est ensemble que nous nous sommes dit, les jeunes vont prendre la place et puis petitement, ils vont se mettre en place. Actuellement, je travaille avec beaucoup de jeunes. Je les réunis 30, 20 et je leur dis ce que nous devons faire. Parce que moi, je me dis, je vais à la retraite politique. Bientôt, c'est vous. Vous allez vous mettre là. Et vous allez commencer à vous bagarrer entre vous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est peut-être une place dans un arrondissement ou 2, ou 3 ou 4. Mais tout le monde ne peut pas être maire. Il n'y a que seul maire pour toute la commune. Et vous allez commencer à vous chamailler. Ce qui doit vous préoccuper, c'est que notre parti gagne. Si le parti gagne, chacun aura 2 places. Même s'il n'est pas maire, il peut être directeur d'école, il peut être autre chose, etc. Donc, je voudrais vous dire que pour qu'il y ait une bonne collaboration, ça dépendra des jeunes. Les jeunes aussi n'ont qu'à avoir du respect pour les aînés, la soumission et mener des démarches de plaidoyer en direction des aînés et les aînés pourront défendre leur cause le moment venu. Je vous remercie. Merci aussi, Madame. Et pour conclure cette session, comment les jeunes peuvent-ils être des ambassadeurs du changement en matière d'électorat au niveau local et national? C'est dans la même veine que si les jeunes, s'ils ont la conviction, l'engagement, la détermination et le militantisme, et s'ils ont le respect de la chose politique et les orientations de leur parti, ils pourront être des ambassadeurs du parti et défendre sa cause partout où ils passeront. Parce qu'ils auraient appris tout ce que le statut du parti veut, ils auraient déjà lu et ils auraient déjà compris. Et sur le terrain, ils peuvent parler, valoriser le parti, ils peuvent dire tout ce que le parti fait de bien et pouvoir mobiliser beaucoup d'électeurs à leur cause. Mais si eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus, s'ils n'ont pas d'engagement sur le terrain, quelqu'un va leur dire « Ah, toi, c'est ce parti-là qui te vient vers nous et ils vont courir de gauche à droite. » Or, si les gens constatent que vous n'êtes nulle part et que vous êtes ici, là-bas, on vous vomit rapidement. C'est pour ça que je voudrais encourager les jeunes à vraiment s'engager, à ne pas regarder de gauche à droite. Si vous vous inscrivez sur un parti politique, travaillez pour le parti politique, innovez, faites en sorte qu'on vous remarque positivement, qu'on remarque vos belles actions et que ce ne soit pas dans des mauvaises choses qu'on vous remarque. Et de là, le jour où il faut défendre votre cause,
Je pense qu'unanimement, tout le monde parlera de vous et vous allez gagner le pari. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher panélistes.